c'est comme si mon cerveau était un peu dédoublé, où je suis en train de faire quelque chose, et puis j'ai une autre partie de mon cerveau qui est comme en veille sur des projets d'écriture que j'ai. Et en fait, d'un coup, il y a quelque chose dans la réalité de ce que je fais, enfin qui va enclencher quelque chose, mon cerveau qui est en veille va se dire ah tiens, là il y a quelque chose va sortir. Maysanto, l'endroit d'où j'écris. En plusieurs lieux et plusieurs projets, elle sème une poésie engagée qui se joue des codes avec modernité et se transmet par la voix. Bonjour Maysanto, est-ce que tu peux nous décrire l'endroit où tu te situes ? Oh, l'endroit où je me situe là, tout de suite. Oui. Alors là, je suis dans un petit appartement en chantier que je suis en train de rénover avec mon compagnon, dans lequel nous allons nous installer incessamment sous peu. Mais là, autour de moi, il y a des meubles démontés, beaucoup de poussière. Un chantier, ce qui représente pas mal de choses. Enfin, je vis souvent dans des chantiers en fait, c'est pas la première fois. Est-ce qu'il faut y voir un parallèle avec ton travail d'écriture ? Oui, absolument. Je pense que j'ai vraiment un problème. En fait, j'ai toujours eu plus ou moins un problème avec mes intérieurs, mon espace intérieur qui a toujours été soit en chantier, soit avec beaucoup de dysfonctionnements, soit sous mesure de péril. Voilà, si on peut faire une métaphore, c'est vrai avec mes différents lieux de vie, puisqu'en plus j'ai pas mal déménagé ces derniers temps, j'ai eu pas mal de problèmes et à chaque fois je suis toujours dans une forme d'instabilité intérieure, on va dire, et le lien, oui, avec mon travail, c'est vrai que je suis un peu aussi toujours en travail et toujours, j'ai beaucoup de manuscrits, à l'instar de mes logements multiples en chantier, en cours, ça c'est vrai, et peu de choses, j'ai du mal à finir les choses, ce qui, on peut tout à fait faire un parallèle avec mes logements. Et aussi, ça m'a permis de, comme je suis souvent logée dans des endroits très inconfortables, je passe la majeure partie de mon temps à l'extérieur. Et ça, j'ai toujours aimé ça. Et c'est pour ça que quand tu me disais à quel lieu, quelle photographie de lieu, pourrait convenir pour l'endroit d'où j'écris, moi je me disais soit alors une terrasse de café, un parc, un train, des transports en commun, enfin voilà, c'est ce qui me vient en premier parce que je passe le plus clair de mon temps dehors. J'ai pas de cocon, et aussi parce que j'aime l'effervescence aussi qu'il peut y avoir dehors, ou quand je dis effervescence, ça vaut aussi un peu pour la nature ou la forêt ou la campagne, parce que je trouve qu'il y a tout un tas il y a une effervescence aussi dans des lieux qu'on suppose calmes. Voilà, il y a en fait beaucoup de choses à écouter. Tu évoquais ta difficulté à finir un projet, mais avant de finir, est-ce que tu peux décrire comment t'es venue à l'écriture ? J'écris depuis que je suis toute petite. Je me souviens d'avoir toujours plus ou moins fabriqué des livres, écrit des histoires, même à un âge où je ne savais pas forcément écrire, où j'allais les dicter à quelqu'un autour de moi qui savait écrire. Je dirais que le véritable déclic, je me souviens à 8 ans, j'ai commencé à tenir, alors non pas un journal intime, mais des journaux intimes, et ça a continué quasiment jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que déjà enfant et puis pré-ado et ado, en fait, j'avais
besoin de consigner absolument tout ce qui m'arrivait. Et j'avais ça fait un peu comment dire oui, c'est un peu particulier, mais j'avais un journal pour ce qui se passait à la maison, un journal pour ce qui se passait à l'école ou au collège, un journal qui était dédié à la personne dont j'étais amoureuse exclusivement, et puis j'avais aussi un journal de nuit, puisque m'était apparu, je pense à l'âge de 12 ans, que je ne pensais pas la même chose la nuit que le jour, et que donc il me fallait écrire de nuit les pensées que j'avais la nuit. Et ça s'est poursuivi. Oui, c'est parce que je démarre ce journal de nuit, que je suis en 5e, voilà. Et du coup, j'ai un matériau, enfin, j'ai énormément d'archives intimes à tout âge, parce que j'ai beaucoup écrit et notamment la nuit, beaucoup au collège, dès le collège. Et ça n'a pas changé aussi. Je dors toujours mal et peu, et donc j'écris beaucoup la nuit. Et après au lycée, voilà. Alors après, évidemment, le style d'écriture s'est un peu affiné, mais je sais que aussi toute ma vingtaine, à des moments où j'ai commencé à faire du théâtre et des performances, en fait, je me suis servie de cette matière. Il s'agit pas de dire exactement, enfin voilà, je fais pas un documentaire sur moi à différents stades de ma vie, mais en tout cas, je me suis souvent servie de ces journaux intimes que j'ai continué à tenir, mais quasiment jusqu'à maintenant. Alors là, ça prend une forme un peu différente. C'est des choses un peu plus comment dire, là j'ai tendance plutôt à m'éloigner de l'intime et à passer directement dans quelque chose de plus imagé ou surréaliste ou surréel, enfin voilà, qui est moins proche du réalisme en tout cas. Mais j'écris, même là encore, j'écris tous les jours. J'écris dans les notes de mon iPhone. Je me lève la nuit pour écrire dans mon téléphone des choses que j'ai pensées, parce que j'ai très peur qu'elles s'effacent, enfin voilà, que de les oublier. Voilà, il y a une espèce de lutte aussi contre l'oubli. J'ai tendance à vouloir absolument tout fixer. Et quand tu te sers de ces matériaux existants, tu évoquais le théâtre, mais on note déjà que dans ta manière de prendre les notes, il y a cette manière de consigner une unité de lieu. Comment ça vient animer ton écriture actuelle? C'est pas tellement de rechercher l'émotion, parce que souvent je suis bien contente de l'avoir mise à distance, parce que je porte un regard un peu surplombant en me disant oh là là, j'ai écrit ça, mais dans quel état j'étais. Et au contraire, avec cette espèce de recul, en fait j'essaye de garder surtout en fait j'épure, voilà, je supprime beaucoup de choses. Je vais vraiment garder les quelques mots où là j'ai l'impression que ça retranscrit quelque chose dans une espèce de pureté minimale, voilà, que j'aime beaucoup, avec le moins de mots possible, et que ça va restituer cette émotion que j'avais à ce moment-là. Et peut-être en fait sans être celle que j'avais à ce moment-là, mais en tout cas une émotion que j'imagine pourrait ressentir quelqu'un dans telle situation, puisque mon but c'est de m'adresser à quelqu'un, voilà, à un public, à un lectorat. Donc je vais aller aussi chercher voilà, à partir de cette enfin c'est un peu cliché de dire ça, mais dans cette matière intime, je vais chercher à parler à plus de gens, voilà, ou chercher quelque chose de plus universel. Donc pour moi ça se fait en en réduisant, enfin en enlevant beaucoup de choses et en ne gardant que quelques mots de ça. Et après, je peux me servir à partir de ces quelques mots gardés de cette matière ancienne. Je peux, moi, tout d'un coup, d'autres images vont me venir et je vais élaborer, recréer quelque chose, tirer les fils à partir de ça, et ça va donner un texte totalement nouveau. Dans cette démarche-là, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'aide à écrire? Alors c'est sûr que c'est pas le lieu, puisque j'écris partout. C'est vrai que j'arrive pas à identifier ces moments où l'inspiration vient.
je sais que ça peut venir à peu près n'importe comment. En fait, j'ai l'impression, c'est comme si mon cerveau était un peu dédoublé, où je suis en train de faire quelque chose, et puis j'ai une autre partie de mon cerveau qui est comme en veille sur des projets d'écriture que j'ai. Et en fait, d'un coup, il y a quelque chose dans la réalité de ce que je fais, enfin qui va enclencher quelque chose, mon cerveau qui est en veille va se dire ah tiens, là il y a quelque chose, enfin quelque chose va sortir, et à ce moment-là il faut absolument que je le note. Donc parfois je me dis que c'est pas très poli de la personne avec qui je vis qui me supporte, mais je peux tout d'un coup arrêter. Je me dis voilà, j'arrête ce que je fais ou j'écoute plus la personne parce qu'il faut que je note quelque chose. Ouais, ça, je sais que ça arrive pas, ça soit pas trop pénible, mais je sais que ça peut m'arriver de temps en temps, où j'ai comme une espèce de double activité. Et cette multiplicité de projets, est-ce qu'elle n'est pas handicapante pour toi de devoir réfléchir sur plusieurs plans? Oui, moi c'est ce que je me dis. Enfin là, ce sont mes conclusions récentes que j'ai tendance aussi à me disperser pas mal, à faire beaucoup de choses. Là, je travaillais aussi sur un spectacle poétique. Je fais aussi beaucoup de scènes ouvertes. J'ai une pratique quand même de l'oralité et de la scène, et en même temps, j'ai toujours des idées de recueils, de manuscrits où j'ai plein de fichiers quand même assez organisés sur mon ordinateur, avec des tas de documents en cours, et c'est vrai que je me dis qu'il faudrait ça presse en fait de finir quand même quelque chose. J'y suis déjà arrivée, ça m'est déjà arrivé quand même de finir et d'envoyer des manuscrits à des maisons. Ça m'est déjà arrivé il y a quelques temps, quelques années, mais là je me dis que là j'ai accumulé suffisamment de choses pour quand même essayer de mettre un point final. C'est mon objectif de fin d'été, c'est un des manuscrits en cours de l'achever. Voilà. Et est-ce qu'il y a un point commun entre ces différents projets ou manuscrits? Est-ce que ça passe nécessairement par l'oralité, qui est une pratique récurrente chez toi? Oui, je dirais que tout ce que j'écris, y compris parce que j'avais aussi un projet de roman en cours qui traîne, mais même le roman est écrit d'une certaine manière. Pour moi, c'est quasiment tout ce que j'écris est écrit pour que ce soit dit. Enfin, pour que ce soit lu, mais aussi pour que ce soit dit. Il y a selon toi une distinction entre cette voix qui lit ton texte et cette voix intérieure qui te guide vers le texte? Je m'attendais pas à cette question. C'est intéressant. Oui, ça fait un peu, je vais encore avoir l'air dédoublé. Moi, j'ai l'impression que la voix qui dit le texte, qui porte mon texte, elle est beaucoup plus sympa que la voix intérieure qui me dicte ce que je dois faire. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ma voix intérieure, parfois, c'est une espèce de petit tyran qui me pousse à me lever la nuit, à écrire, qui dit ça c'est nul, ça c'est bien, c'est aussi une voix très, je trouve très exigeante, qui parfois me fatigue. Et ça, c'est plutôt ce qui me vient, la voix intérieure qui guide mon écriture. Voilà, oui, c'est ça. Je dirais que une fois que l'objet, le convient, enfin, est sorti, on va dire que je trouve que un poème ou quelque chose est abouti et fini, je ressens une sorte de grand soulagement et justement comment dire, j'ai l'impression d'être un peu plus en paix avec moi-même, de me réconcilier un peu avec cette voix. Et alors là, la personne, bon, évidemment, quand je performe, je suis évidemment traqueuse, stressée, et ça ne se voit pas, mais je sais que je le suis. Mais par contre, je ressens quand même une forme d'aboutissement, de paix intérieure, de calme. Voilà, c'est vraiment deux voix. Effectivement, c'est pas la même. Je n'avais jamais pensé à ça, donc voilà. Voilà. Je t'ai demandé de choisir un texte que tu recommanderais
aux auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous évoquer les raisons de ce choix? Alors, oui, en plus, c'est un peu surprenant ce que j'ai choisi, c'est-à-dire que depuis quelques années, je ne lis quasiment, enfin oui, non, je ne lis que de la poésie contemporaine et quasiment que des femmes. Et là, alors je sais pas pourquoi, je suis tombée en fait il y a quelques mois sur un poème qui m'a beaucoup marqué, qui se trouve être un poème, un sonnet en alexandrin du 19e, donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout représentatif de ce que je dis en ce moment, mais ça m'a marqué parce que alors déjà il y a ce rythme entêtant de l'alexandrin que moi j'aime voilà particulièrement, et encore une fois je pense que les poèmes en alexandrin sont vraiment faits pour être dits, donc moi j'avais vraiment envie de le dire, et moi j'aime bien qu'on entende vraiment le rythme pas naturel justement, et qu'il y ait cette espèce de rythme surnaturel, qui n'est pas le langage courant. Moi j'aime bien ça dans la poésie, dans les alexandrins. Je me permets juste d'intervenir. Oui. Normalement, j'interviens pas pendant le commentaire du texte, mais c'est vrai que tu as une pratique des alexandrins que tu as un peu partagé, notamment sur les Oui. réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que cette forme, elle t'aide dans l'écriture? Ah oui, bah j'ai un des projets que j'ai, d'ailleurs, ce sont des sonnets revisités féministes, on va dire, beaucoup en réponse à des poètes, voilà, comme je les appelle, le boys club de la Pléiade là. Donc j'ai gardé en fait la forme et tous ces codes alambiqués de Ronsard, etc. Pour en fait parler de ma vie de femme au XXIe siècle et de mes amours, et donc du dating, des applis de rencontre, ce genre de choses. Ça c'est c'est le spectacle aussi que je fais, que je travaille et que je fais beaucoup en scène ouverte. Et donc effectivement j'ai la forme en tête, et je respecte, je trouve drôle en fait, c'est pas que drôle, mais aussi ce décalage entre le vers noble pour dire par exemple il rompt avec moi car il a une MST, c'est un alexandrin, et voilà, et donc c'est tout à fait trivial, et voilà, j'aime bien en fait repérer le rythme de l'alexandrin dans des conversations, on va dire, qu'on pourrait avoir là, ou des choses qui sont à contre-emploi, enfin voilà, qui sont pas dans ce qu'on attend qui sont pas ce qu'on attend d'un alexandrin. Et dans ce poème que j'ai choisi, qui est en fait donc un sonnet de Gérard de Nerval, que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé en scrollant sur Facebook, donc c'est aussi une manière inattendue de tomber sur un sonnet inédit de Nerval, enfin, qui n'est pas inédit, mais que moi je ne connaissais pas en tout cas. Et quand j'ai lu ça, c'était l'année dernière, je pense, je me suis dit oh là là, mais comme c'est beau, et aussi c'est pas que beau, c'est-à-dire que ça parle de la vanité de l'être humain qui se croit tout puissant par rapport à la nature. Bon, c'est un thème classique, mais ça résonne quand même pas mal avec l'écologie ou l'éco-poésie en ce moment, et je me suis dit tiens, il avait écrit quelque chose là-dessus, et ces vers, je les trouve tout à fait à propos par rapport au questionnement de l'écologie actuellement, enfin, ou de l'éco-poésie, et je l'ai relu beaucoup. Je sais que il y a certains vers qui me restent en tête et qui m'apportent je sais pas, une espèce de sérénité. Donc ça s'appelle vers doré, mais vers poétique doré. Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Frein dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même un verbe est attaché.
Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent, dans l'être obscur habite un Dieu caché, et comme un œil naissant, couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Merci beaucoup, Messanto, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. Retrouvez Messanto pour une performance organisée à la Maison de la Poésie de Bordeaux en partenariat avec Québec le 28 novembre. C'était Messanto. L'endroit d'où j'écris. Une réalisation, Benjamin Milazzo.